Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau vlog, pardon. Alors si j'ai exactement la même tenue, la même position et le même angle que la fin de ma dernière vidéo, c'est parce que je filme à la suite pour ouvrir le vlog, du coup, parce que j'ai clôturé l'autre vlog là juste il y a 5 minutes, et parce que je reprends les vidéos, parce que je vous disais dans la dernière vidéo, je me répète pour ceux qui l'ont pas vu, donc on sait jamais, que ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé, donc je me remets lentement à filmer, parce que voilà, avec le rythme effréné de ce début d'année, c'était un peu compliqué. Et donc voilà, je voulais vous parler de mes premières lectures on est en novembre. Donc voilà, donc je voulais vous parler de Belladonna, mais je pense que je vous en parlerai la prochaine fois. Là, je vais plutôt vous parler des 2 romans que j'ai lus, je suis en train de lire. Donc à la fin du vlog précédent, je vous parlais de In the Company of Witches, qui est là, que j'ai lu, du coup, c'est la dernière lecture du mois d'octobre, qui était parfaite pour Halloween, du coup, et là c'était ma première lecture du mois de novembre. Oui, c'est ça. Donc c'est la suite, c'est le tome 2, When the Crow's Away, donc de Aurélie Wallace. Et donc en fait, on suit... Je vous fais quand même l'affront de faire le résumé, même si je l'ai fait dans le dernier vlog, parce que je ne sais pas si vous regardez systématiquement tous les vlogs. Donc si je vous dis allez voir l'autre vlog pour le résumé, bon, c'est peut-être pas très cool de ma part. Donc on suit Bryn Warren, qui dirige avec ses 2 tantes Izzy et Nora un bed and breakfast à Evenfall. Et elles sont sorcières depuis des générations. Et Bryn, en fait, il y a quelques années, a perdu son mari Adam. Et du coup, dans le premier tome, on parle pas mal de deuil. Et en fait, dans chaque tome, il y a un meurtre. Voilà. Et donc, la particularité de Bryn, c'est qu'elle peut voir les fantômes. Donc là, il y a Mortimer Sweet qui tient... qui est copropriétaire d'une boutique de... Comment dire en français ? De bonbons, et il est décédé, et en fait il vient la voir et il dit je suis sûr qu'on m'a... parce qu'en fait apparemment on lui a dit que c'était une heart attack, comment on dit en français, une crise cardiaque, mais lui dit non, on m'a tué, c'est un meurtre, etc., il faut que tu trouves mon meurtrier, etc. Donc le fantôme un peu la harcèle, et donc elle va dire bon bah ok, je vais enquêter, et ça va partir de là, voilà. Je sais plus si c'est dit dans le résumé. Oui, c'est ça. Donc en fait, lui, il suspecte en fait la femme de son de son quoi, enfin celui avec qui il tient la boutique de bonbons, parce que sa femme en fait arrête pas de lui dire vends, en gros, va-t'en de ce business, mais lui il veut pas. Et donc il se dit bah c'est elle qui a voulu, en gros, qui l'a tué pour que l'autre en fait arrête la boutique et vende sa part. Et voilà, donc forcément au début le suspect c'est Cookie, hein, la femme, et au fur et à mesure on va découvrir d'autres indices. Et ce qui est chouette en fait dans cette série, c'est que les personnages sont hyper attachants. Vous avez les 2 tantes très différentes l'une de l'autre et qui se chamaillent tout le temps, et elles sont toujours sur le dos de Bryn, qui est du coup leur nièce, et du coup elle la surprotège. Parce que voilà, comme elle est en période de deuil, enfin elle a perdu son mari il y a quelques temps, et puis elle est
en fait, tout lui rappelle son mari, quoi. Et dans le premier tome, en fait, elle voulait qu'elle réutilise ses pouvoirs parce qu'elle avait arrêté de les utiliser depuis la mort de son mari. Et dans ce tome, en fait, elles essayent de la caser avec quelqu'un. Elles disent en gros, c'est bon, maintenant il faut retrouver l'amour, etc. Et du coup, elles essayent de le caser, c'est trop drôle. Et donc voilà, donc moi je suis sous l'enquête et moi je trouve que c'est juste parfait pour l'automne. Voilà, les petits cosy mystery comme ça avec une pointe de magie, moi j'aime trop. J'avais lu de Heather Blake, c'était en fait une dame qui avait une boutique de potions magiques en fait, et ça c'était... voilà, c'est une touche de magie mais assez légère comme ici, mais qui fait toute la différence et moi j'aime beaucoup. Alors très dommage que la série soit arrêtée par l'éditeur, donc j'espère qu'elle pourra retrouver soit un autre éditeur, soit du coup publié en auto-édition. Et puis je suis actuellement en train de lire Le Lys de Feu, le tome 4, donc Les Vents Impérieux de Jacqueline Benson, donc chez Rivka. En fait je peux pas trop vous en parler. Bref, dans le premier tome, là on est en 1918, mais le premier tome commence en 1914 à Londres. En fait on suit du coup Lily Albright qui est la fille illégitime d'un comte, parce que le comte a eu une affaire avec une actrice, et donc elle est la fille, et bon, sa mère est morte, et en fait son don c'est qu'elle peut voir le futur, des futurs assez funestes, et sauf qu'elle, depuis toute petite, elle n'a jamais pu l'en empêcher. À chaque fois qu'elle essaye, ça marche quand même pas, et c'est pas très français ce que je viens de dire. Et dans le premier tome, en fait, elle va finir par avoir une vision de son amie Estelle, avec qui elle vit, qui va se faire tuer. Du coup, là, c'est là l'élément déclencheur où elle va se dire, il faut vraiment que là, j'arrive à arrêter cette vision et qu'elle ne devienne pas réalité. Et surtout qu'en ce moment-là, il y a des meurtres de beaucoup de personnes dans le monde de la divination, de femmes, et dont Estelle fait partie. Donc, pardon. Et donc, voilà. Et puis elle va faire la connaissance de Lord Strangford, qui est un baron très solitaire, qui a aussi des dons. Et en fait, elle, depuis toute petite, elle croit qu'elle est seule au monde à avoir des dons. Et en fait, elle va découvrir toute une communauté qui a des dons particuliers. Par exemple, une personne qui peut parler aux animaux, elle qui peut voir du coup dans le futur, mais voilà, plutôt les sorts funestes. Et voilà, ces gens-là, ce sont des charismatiques. Et... je suis désolée parce que je sors d'une grippe. Et voilà, et donc en fait dans chaque tome on suit une problématique. Elle a une vision particulière et il faut empêcher ce qui va se passer. Et là forcément, comme on est en 1914-1918, beaucoup de visions vont avoir un rapport avec la guerre. C'est ça, des meurtres, mais plutôt liés à la guerre, au renseignement, etc. Donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant au niveau historique. Alors je sais pas si tout est véridique, mais en tout cas pour le moment j'adore. J'ai mis 5 étoiles pour les 2 premiers tomes, 4 étoiles pour le 3e, et donc là je suis en train de lire celui-ci. J'ai lu, je crois que j'en suis à 20% de ce roman-là, et j'aime beaucoup pour le moment. Alors j'ai un peu peur parce que c'est le final, et franchement les personnages sont hyper attachants. Ils sont hyper bienveillants entre eux, c'est un peu une femme family encore une fois, et le 4e tome en fait j'ai même pas envie de quitter les personnages, donc je savoure ce roman. Donc je l'ai commencé hier. Est-ce que c'était hier? Oui, attendez, on est quel jour? Oui, c'est ça, je l'ai commencé hier, et bon, je pense que je l'aurai fini d'ici demain ou vendredi, mais ouais, j'ai vraiment pas envie de quitter les personnages. Je pense que je vous ferai un update sur mon ressenti du final, mais forcément je peux pas vous parler de l'intrigue parce que c'est un tome 4, ça me paraît un peu compliqué de vous en parler en sachant que tout découle du premier tome. Donc voilà, j'aime beaucoup, et je sais pas si Jacqueline Benson a fait d'autres séries, parce que s'il y en a d'autres, en tout cas chez Rivka non, mais s'il y en a d'autres je vais peut-être checker parce que j'aime beaucoup son écriture. Franchement c'est une très belle plume, alors c'est une traduction mais c'est une très belle plume, très bien écrit, il y a beaucoup d'images en fait dans ce qu'elle décrit. Je sais pas, moi je trouve ça en tout cas très beau parce que c'est très imagé, très métaphorique parfois, donc ouais. Pourtant on est dans un contexte de guerre, on a des blessés, on a des... là en plus en 1918 on est en plein dedans, il y a les bombardements là d'ailleurs qui sont en train de se passer, enfin c'est...
Et puis là, on a une histoire d'espionnage, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment prenant dès le début. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, au début, vous avez un résumé de ce qui s'est passé avant. Et moi, je trouve comme ça, on n'est pas perdu. Enfin, moi, je trouve que Rivka, pour ça, c'est une bonne chose parce qu'ils ont aussi fait ça pour Gods of Men, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai fini, mais je pense que ce sera assez tôt, on va dire ça comme ça. Et je voulais juste vous montrer en fait, parce que ça fait très longtemps, mais comme je vous dis, ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé. J'avais vu ma soeur. Non, je suis partie manger chez elle. Et du coup, elle m'a acheté. Parce que, en fait, quand je suis partie au supermarché, j'ai trouvé le white mocha et le caramel latte, mais il n'y avait pas celui-ci, donc elle m'a pris le cinnamon dolce latte, donc de Starbucks. Donc, en fait, c'est des dosettes. Vous mettez de l'eau chaude quoi. Et celui-ci, il n'y avait pas. Parce qu'elle me dit, oui, t'as goûté celui-ci? J'ai dit, bah non, en fait, il n'y a pas dans mon supermarché. Et donc, elle me l'a pris, donc elle est trop mignonne. Et donc, en fait, on se prête des livres. Alors, moi, je lis beaucoup de fantasy adulte, et ce qu'elle ne lit pas, elle lit plutôt des cozy mystery, des romans japonais. Vous savez, la collection Nami, ou plutôt des cozy mystery, voilà. Et donc, moi, je lui prête pas trop de romans, donc à part les cozy mystery ou les là, je lui ai prêté un roman historique, je crois, et ou des romances, mais du coup, elle m'a prêté plutôt. Ils étaient 7 de C.A. Larmer, donc c'est le premier tome du club des amateurs de romans policiers, donc chez le Cherche Midi. Alors ça, je me souviens plus, c'est quel... Ah oui, c'est pour la référence à Agatha Christie. Je suis désolée, ma voix est partie en cacahuète là. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, honnêtement. Mais il y a un club d'amateurs de romans policiers. J'imagine qu'il va y avoir un meurtre et quelque part, et qu'ils vont vouloir faire les enquêteurs un peu eux-mêmes. Et c'est écrit tout. Il y a des grosses marges en fait. Je pense que ça va se faire vachement vite. Hein. Et il fait 400 pages, mais bon, je pense que ça va se faire extrêmement vite parce qu'en fait, il est tout petit. Je sais pas si vous voyez. Et voilà, je crois que le tome 2 est déjà sorti d'ailleurs. Et puis elle m'a prêté Le restaurant des recettes oubliées d'Isashi Kashiwai, donc chez Nami. Moi, le seul de chez Nami que j'ai lu, c'est... comment s'appelle-t-il? La bibliothèque des rêves secrets. Voilà, c'était d'une autre autrice, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est une autre autrice, c'est pas la même. Et en fait, j'avais bien aimé. Voilà, c'était pas non plus un coup de cœur, mais j'avais bien aimé, c'était assez doux. Voilà, souvent les romans japonais, c'est contemplatif, avec des beaux messages, voilà, derrière, d'entraide, de solidarité, d'amitié, mais aussi le fait de ne pas regretter, de vivre l'instant présent, etc. Là, il y a eu toute une communication parce que je crois qu'il y a eu un événement sur Paris avec des chefs étoilés, je sais plus, pour la sortie de ce roman en poche, je crois. Et voilà, et je crois que le tome 2 est sorti, je savais pas qu'il y avait un tome 2. Donc voilà, elle me l'a prêté. Alors, moi je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est parce que c'est 19 €. Et il fait 250 pages en sachant que c'est écrit. Voilà. Je pense qu'en une journée, en une soirée, je pense que je l'aurais fini. Donc voilà, je trouve ça un peu cher. Donc moi, le restaurant des recettes oubliées, je l'avais acheté en occasion. Parce que voilà, je ne me vois pas mettre 19. Enfin, maintenant, je trouve que je fais souvent le rapport pas le rapport qualité-prix, mais le rapport prix-page. Voilà, quand je vois qu'un roman fait 250 pages, qu'il est aussi aéré, qui fait 19 €, alors que vous avez des gros pavés de 400, 500 pages qui sont beaucoup plus, je sais pas, par exemple, comme le Rivka, qui est un relié qui fait 18 €. Bon voilà. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là parce que voilà, je pense que c'est un petit peu un livre doudou. Et elle m'a fait un petit cadeau. C'est Mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caroline Millet, donc Caro from Woodland, donc chez Albin Michel. Donc si vous la connaissez, elle a écrit Mon automne cosy, Mon hiver cosy, Mon printemps cosy, donc en auto-édition. Donc vous avez des astuces pour vivre de façon cosy, en gros les saisons, donc en déco, en ambiance, et puis vous avez plein de recettes, etc. Et là en fait c'est un condensé, donc elle a dit que dedans il y avait et des recettes qui sont dans les autres livres et des recettes inédites que vous ne trouverez pas dans ses livres à elle. Et c'est un peu la même... Là ici c'est tissé, j'aime trop. Ça fait vraiment vieux livre de recettes.
Et en fait, à l'intérieur, donc c'est elle qui a fait les illustrations, forcément, mais c'est vraiment présenté comme ces livres qui sont en auto-édition. Que ce soit la police d'écriture, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de choses que vous avez dans ces livres. Babka à la cannelle. Ça me donne envie. En fait, à chaque fois je regarde ces livres, donc chocolat chaud aux épices. Après, voilà, il y a des choses que vous retrouverez forcément dans ces autres livres, notamment la galette des rois pour mon hiver cosy, la bûche de Noël, les crinkles cookies, les cupcakes du réconfort, je crois qu'il y avait. Carrot cake, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est aussi avec ses illustrations à elle. Et donc voilà, donc celle-là, c'est un condensé des 4 saisons, on va dire ça comme ça, même si en soi, à part, je trouve que l'automne et l'hiver sont un peu particuliers parce que je trouve que, voilà, par exemple, si vous voulez faire des. Je sais pas, un carrot, un carrot cake, vous pouvez le faire tout le temps, mais crinkles, par exemple, moi je fais ça quand pour Noël, enfin en hiver. Mais il y a des choses, par exemple, là, tarte aux pommes. J'aime beaucoup les pages pour Noël. Et je sais pas, brownie au chocolat, banana bread, pour moi c'est toute l'année. Après voilà, les pumpkin spice latte par exemple, c'est typiquement, ça c'est déjà je crois dans son livre d'automne, c'est typiquement quelque chose à faire en automne. Donc voilà, c'est mieux à l'endroit. Donc voilà, elle m'a fait offert ça. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer aussi, elle m'a offert un petit un journal. En fait, elle m'a envoyé la photo et elle m'a dit est-ce que ça te dit. Et j'ai dit oui. Alors de base je voulais l'acheter, je pensais pas qu'elle allait me l'offrir. Donc en fait c'est sur une boutique de papeterie japonaise. Une petite carte, trop mignon. Et en fait c'est My Stories and Memories. Donc c'est un journal. Oui, petit stickers. Oh, c'est dommage, si j'avais su avant, c'était un peu automnal. Avec les couleurs et tout, bon c'est pas grave. Et donc c'est un journal, un jour une page. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. En fait, c'est présenté comme ça. Donc là, vous mettez la date. C'est ce qu'on voit. Bref, là, on met la date. Et donc, une page par jour. De base, ça fait longtemps que je voulais tenir un journal, faire du journaling, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé l'occasion. Et c'est vrai que on pourrait très bien prendre n'importe quel carnet, écrire la date en haut. Mais c'est vrai que là, il est très très beau. Bon, je ne le sors pas de son plastique, mais il est tissé. Et ouais, voilà, il est très beau. C'est hyper agréable au niveau du toucher et même au niveau des pages. Elles sont assez épaisses, donc on peut écrire avec un stylo plume ou quoi. Et voilà, c'est à chaque fois très épuré de toute façon. Et donc je me suis dit, est-ce que je le commence quand je le reçois, c'est-à-dire je l'ai reçu le mois dernier, ou je le commence le 1er janvier 2025. Mais du coup, moi je suis un peu maniaque, donc je pense que je vais commencer le 1er janvier 2025. Alors j'espère être régulière, parce qu'en fait le problème c'est que je pense que si par exemple pendant 2-3 jours vous écrivez pas, vous avez la flemme de rattraper en fait ce que vous avez. Parce qu'en fait le but c'est d'écrire ce qu'on ressent sur le moment, donc souvent le soir, mais ce qu'on a ressenti dans la journée, ce qu'on a fait par exemple. Moi ce sera pas tant ce que j'ai fait, mais ce que j'ai ressenti dans la journée, en termes d'émotion, en termes de gratitude, etc. Mais il faudrait que je le fasse tous les soirs, sauf qu'avec 2 enfants, c'est un peu compliqué. Donc en fait, il faudrait que je le fasse quand tout le monde est couché et avant de faire quelque chose. Parce que souvent le soir, dès qu'ils sont couchés, soit je lis, soit on regarde une série, etc. Donc il faudrait que je le fasse avant. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. Je vous reprends quand j'ai fini le Lys de Feu et quand j'aurai commencé ma prochaine lecture. Alors là, j'hésite grandement entre un pavé de 1000 pages. Non, il fait peut-être pas 1000 pages, il fait peut-être 800 pages. J'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas c'est un beau pavé. Soit ça, soit un roman en VO. C'est un tome 2 d'une duologie d'inspiration asiatique en VO, qui n'est pas sorti en français. Mais j'aimerais bien finir beaucoup d'essais garde. Donc après j'ai le temps de lire les deux, hein, parce que là je crois que dans ma pile à lire, j'ai déjà lu... Attendez, je sais plus, 1, 2, 3. J'ai déjà lu 3 romans et il me reste 6 romans de ma pile à lire de novembre à lire, en sachant qu'on est que le 5 novembre. Oui, c'est ça. Donc en gros, il me reste bien 3 semaines et demie pour lire 6 livres, ce qui est vachement faisable, sauf que comme je vous disais, il y en a un qui doit faire 800. Je sais pas s'il fait 800 ou 900 ou 1000 pages, mais en tout cas, c'est vraiment dans ces eaux-là. Et il me prendra beaucoup plus de temps, même si c'est en français. Et je pense que je le lirai en e-book parce que j'ai pas envie de me casser le poignet. Si jamais je le commence, je vous le montrerai de toute façon. Mais voilà, j'hésite entre ces deux-là, je sais pas encore. Tout dépend de mon mood. De toute façon, je le commencerai que dans cet après-midi. Mais je vous reprendrai pas aujourd'hui, hein, je vous reprendrai quand j'ai recommencé pour pouvoir un peu vous en parler, sinon je vois pas trop l'intérêt.
Je trouve que c'est dangereux de mettre je suis pas trop si je suis d'accord. Hello, je reprends très rapidement pour vous faire un petit update lecture avant d'emmener mon fils à la crèche. Donc j'ai lu et terminé Le Lys de Feu, les vents impériaux, donc c'est le tome 4, le dernier tome de la saga. Et j'ai adoré, voilà, là on est en 1918, donc on est en pleine guerre, en plein bombardement. Donc vous avez tout cet aspect qui rentre en compte dans cette histoire. Donc le contexte est un peu compliqué, on va dire. Oui, donc je disais, le contexte est un peu compliqué. Du coup, les personnages se battent un peu, du coup, avec leurs propres problèmes et aussi avec la guerre, du coup, parce que ils sont là, ils sont en France et du coup, ils se retrouvent au front. Donc c'est un peu compliqué. Je peux pas vous en dire davantage que c'est un tome 4, mais du coup, j'ai adoré. Voilà, celui-là, je lui ai mis 5 étoiles. Donc j'avais mis 5 étoiles pour le premier et le deuxième, 4 étoiles pour le troisième, je crois. C'est ça, et du coup 5 étoiles pour le... Voilà, donc c'est vraiment une saga que je recommande. Donc voilà, je vais pas revenir sur l'histoire et les personnages, mais les personnages sont vraiment adorables, attachants, avec une bonne personnalité, et puis vous avez toute cette histoire avec les charismatiques, donc ces pouvoirs qui en fait dépendent de plein de choses et qui sont cachés aux yeux du monde. Et voilà, certaines personnes vont apprendre que ces personnes existent. Donc forcément, quand vous êtes en guerre, c'est aussi un avantage. On va dire ça comme ça. Donc voilà, et je sais pas quoi vous dire de plus, mais voilà, j'ai juste tout simplement adoré. Ensuite, j'ai lu et terminé Dog Star Burning Ash Falls White de Amélie Wen Zhao. Donc c'est une duologie, c'est la duologie Song of the Last Kingdom, je crois. Le premier tome, je l'ai lu il y a très longtemps quand il est sorti dans la version Fairyloot. Non, Illumicrate, pardon. Et celui-là, en fait, la version Illumicrate, il est introuvable ou alors à des prix exorbitants. Donc j'ai pris la version classique. Mais il est déjà très très beau. Et donc là en fait on va suivre l'histoire de Lan. Alors en fait on a un pays qui s'appelle, enfin une contrée, The Last Kingdom, qui a été envahi par les Zelantians, qui ont été conquis. Et en fait eux ils imposent le fait de changer les noms pour pas qu'il y ait de traces en fait de l'ancienne civilisation. Et du coup Lan en fait c'est son nom qui a été changé. Et en fait elle fait partie d'un clan qui possède une certaine magie, je vous dirai pas laquelle parce que je crois qu'on le découvre qu'après. Et en fait elle a un tatouage sur son poignet que sa mère au moment de mourir lui a fait, mais elle sait pas ce que ça fait, elle sait pas ce qu'elle lui a fait, ce qu'elle a mis en elle, etc. Et on va rencontrer aussi Zen qui lui fait partie d'un clan qui a été exterminé du coup au moment de la guerre et qui cherche du coup à se venger de l'Empire actuel. Donc ceux qui envahissent le pays. Et du coup, ces deux personnages vont se rencontrer et en fait on va découvrir que on vit dans un monde où il y a 4 demon gods, donc dieux démons,
Et en fait, on peut faire appel à leur pouvoir, mais avec des conséquences bien sûr. On peut se bind, comme on dit ça, se lier avec un dieu démon, mais en contrepartie, au fur et à mesure que vous utilisez son pouvoir, il peut prendre possession de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Donc en fait, vous vous perdez. Donc voilà, c'est tout a un prix. Et vous avez une intrigue où en fait... donc voilà, il y a ça, certains généraux qui cherchent du coup à mettre la main sur ces 4 dieux démons pour avoir le pouvoir tout simplement, même s'ils sont déjà à la tête de l'Empire. Et puis vous avez aussi cette école de magie où en fait, parce que dans cet univers, la magie est interdite depuis que le pays a été conquis, et vous avez une école de magie un peu secrète. Où, voilà, vous avez ils appellent pas ça de la magie, des magiciens, mais des practitioners. Et voilà. Et en fait, j'ai trouvé l'univers hyper... c'est très folklorique, très, très féerique des fois. Bon, après, des fois, c'est vrai que c'est un peu... voilà, vous avez quand même cette histoire de conquête, de colonisation, etc. Mais au-delà de ça, vous avez toute cette mythologie, du coup, chinoise, j'imagine, qui est hyper riche. Et voilà, on va parler aussi de l'origine des dieux, comment les démons dieux ont été créés, comment ils sont arrivés sur Terre, etc. Les pouvoirs de parce que chaque démon a ses propres pouvoirs. Et puis vous avez aussi dans cet univers une magie de sceaux, donc les cils, où en fait vous pouvez créer des sceaux pour chaque chose en fait. Vous pouvez créer un sceau pour l'illusion, un sceau pour guérir, etc. Et en fait ça s'apprend. Donc, et ça, ils utilisent l'énergie, donc le ki, et en fait qui se base du coup sur le yin et le yang, donc la vie, la mort, la destruction, la vie, etc. Enfin, je connaissais un petit peu, mais en fait, tout est basé sur le ki, donc l'énergie qui circule dans chaque chose vivante. Et voilà, donc au niveau du world building et de l'univers, ça reste du young adulte, mais en fait, je trouve que c'est vachement bien fait et que c'est très, très riche en termes de mythologie et de world building tout simplement. Et voilà, puis les personnages, moi je les trouve vachement attachants. Alors là, dans ce tome 2, j'ai trouvé que c'était un peu plus chiant au niveau de la romance, entre guillemets. Je vous dirai pas pourquoi, mais voilà, ça m'a un peu voilà, c'était un peu trop cliché peut-être par rapport au tome 1. J'avais beaucoup aimé leur relation dans le tome 1. Et voilà, et puis la fin m'a un peu surprise pour du young adult, je dirais, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, moi je vous recommande parce que c'est vraiment un roman... voilà, où on est vraiment immergé, c'est vraiment pas de la fantaisie occidentale, c'est vraiment de la fantaisie asiatique pure, avec beaucoup de mythologie, des coutumes, des traditions, etc., par rapport aux empires d'avant, en fait, à l'époque médiévale, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et puis du coup, j'ai commencé, mais à peine, j'ai lu que 50 pages, parce que je lis en lecture commune avec Emeline, donc The Spell Shop, de Sarah Bathurst, donc c'est un cozy fantasy. Je vous en parle peut-être davantage quand j'aurai lu un peu plus, et je vous parlerai aussi du coup du résumé. Hello, je vous prends rapidement pour clôturer le vlog. Donc je crois que la dernière fois je vous ai laissé avec The Spell Shop que j'ai commencé en lecture commune avec Emeline, mais du coup elle avait autre chose à penser et elle se voyait, enfin elle n'était pas dans le mood de lire en anglais, donc j'ai continué toute seule, mais on en parlera quand elle aura fini aussi. Donc c'est un cozy fantasy où on suit du coup, comment s'appelle-t-elle? J'ai déjà oublié alors que je viens de le lire. Kila, qui est de base une libraire dans un empire où il y a de la magie, et du coup elle garde principalement des vieux grimoires, des spellbooks, donc des livres de sorts, etc.
Et il se trouve que l'Empire est attaqué, et du coup, la grande librairie de l'Empire prend feu, je crois. Et du coup, elle prend le plus de livres possible de spellbooks qu'elle peut, et elle s'en va. Elle fuit avec Kaz, qui est une spider plant, donc une plante qui parle. Voilà, qui n'a pas d'yeux ni de bouche, etc. Mais ça parle. Et c'est un peu le petit plus, je trouve, parce que c'est vraiment il y a toujours des chamailleries, entre elle et Kaz. Il est très il est peureux, il est très drôle, enfin voilà, ça donne vraiment un petit plus à l'histoire. Et donc elle ne sait pas de base où elle va se réfugier, et elle se dit je vais aller dans mon île natale. Et parce qu'elle a encore une maison là-bas, bien que ses parents ne soient plus de ce monde, et elle va emménager là-bas. Sauf que forcément, quand elle arrive, elle a été envahie par la végétation, à l'intérieur c'est poussiéreux, etc. Donc elle va devoir tout nettoyer, tout réarranger, etc. Et elle va rencontrer du coup la reine qui vient en fait, et qui lui demande en fait qui elle est, parce qu'en fait voilà, dans une petite île, tout le monde veille sur tout le monde, et du coup, comme il a vu qu'il y avait quelqu'un dans cette maison, et en fait, ils se sont connus enfants. Elle ne se souvenait plus, mais lui s'en souvient. Et donc voilà. Et lui, il est plus sur la côte, enfin près de la mer. Et voilà, donc elle va. Et ce qui est marrant, c'est que Kila, en fait, de base, elle est un peu antisociale. C'est qu'en fait, du coup, elle est libraire toute seule, et en fait, à part Kaz, elle ne parle à personne. Et donc là, elle va apprendre à être sociable, parce que par exemple, elle doit aller au début, du coup, acheter des vivres, parce qu'elle n'a pas de vivres. Elle a juste pris quelques petites choses rapidement quand elle s'est enfuie, mais rien d'autre. Et en fait, elle se dit, ah, je vais devoir parler à des gens et tout, je sais pas comment je vais faire. Enfin, et c'est beaucoup de choses comme ça. En fait, elle est très introvertie, etc., très antisociale, j'ai envie de dire. Et donc elle va faire la rencontre de plein de personnes, dont Bryn qui tient la bakery, la la pâtisserie, et en fait elle va commencer à faire pousser des berries, donc des j'arrive plus à parler, bon, que je sais plus, bref, et en fait elle va faire des confitures en fait avec, et demander à Bryn, vu qu'elle en voit pas en fait dans sa pâtisserie, si elle en veut pour faire sa pâtisserie, etc. Et en fait ça commence à faire de la demande. Et aussi elle va se cacher donc du coup les livres chez elle, les spellbooks, et elle va en utiliser certains, notamment pour l'entretien de son jardin, guérir les arbres, etc. Et sa plantation de berries. Et voilà. Et puis on suit aussi du coup la reine, qui est le love interest, et qui en fait se prend soin des mare horses, donc des chevaux de la mer, mais c'est pas. Au début, moi je pensais que c'était des hippocampes, mais en fait c'est pas du tout ça. Parce que ce sont comme des personnes à part entière en fait. Donc voilà. Et on va parler aussi de sirènes, etc. Beaucoup de choses. Et aussi, il y a des chats ailés. Je sais pas si vous voyez là. Enfin, il y a énormément de petites créatures comme ça qui font que l'univers est hyper intéressant. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on parle pas beaucoup, après ça reste un cozy fantasy, mais ce qui est dommage, c'est qu'on parle pas beaucoup de tout ce côté de l'Empire, donc de la rébellion en fait qu'il y a eu pour renverser du coup l'empereur, et du coup qui a amené en fait la librairie impériale à brûler, etc. Et en fait à partir du moment où elle fuit, elle vient ici, on n'en parle plus jusqu'à un moment donné, parce que son passé la rattrape forcément, mais voilà, on n'en parle pas trop donc au niveau du contexte, on ne s'est pas hyper développé, mais bon, voilà, je comprends parce que c'est un cozy fantasy. Et voilà, donc après, le love interest la relation est assez rapide parce que c'est un one shot, mais bon, voilà, c'est un peu ce qu'on attend dans un cozy fantasy qui n'a qu'un tome en fait. Et surtout, voilà, moi, tout ce qui était pâtisserie, gourmandise, cuisine, parce qu'il y a pas mal de ces choses-là à l'intérieur, un peu comme dans Legends of Latte, et du coup, ça donne faim et soif tout au long du roman. Et puis voilà, et puis moi je trouvais ça hyper intéressant, toutes ces créatures, en fait, entre cases. Vous avez aussi Nip, qui est une créature, vous verrez, vous découvrirez, les chats ailés, les mare horses, les mermaids, etc. Et je trouve que ça fait. Voilà, parce que c'est une île, donc forcément, on parle beaucoup de la mer, etc. Et voilà, donc une relation va se créer entre ces deux personnages, et voilà. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'est
un peu la fin de famille, forcément, elle vient dans un endroit qu'elle connaît pas. Au début, elle veut parler à personne parce que voilà, elle est très introvertie. Elle a toujours été solitaire dans sa librairie. Et là, elle va devoir côtoyer des gens. Et en fait, elle se force parfois parce qu'elle se dit j'ai besoin de ça, donc il faut que j'aille les chercher. Et, et ça me rappelle moi parfois parce que des fois j'ai pas envie de sortir tout simplement parce que j'ai pas envie de parler aux gens. Voilà. En fait j'aime bien parler aux gens que je connais, mais en fait par exemple quand je sais pas, je dois aller dans un magasin et demander des renseignements, etc. En fait ça m'embête quoi. Donc souvent des fois je cherche pendant un certain temps et puis après je me dis bon je vais peut-être me résigner à demander de l'aide. Mais en fait j'aime pas parler aux gens. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais je préfère ne pas parler aux gens que je ne connais pas. Voilà. euh, Sauf si c'est dans le but d'une rencontre, bien sûr. Et bah voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est très cosy, très gourmand, très très cute. Voilà, c'est avec plein de bonnes attentions. Voilà, c'est ce qu'on attend. J'ai l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, mais voilà, c'est ce qu'on attend d'un cozy fantasy de manière générale. Et voilà, donc ça m'a beaucoup rappelé. Alors, l'histoire n'est pas du tout la même que de Legends and Lattes, mais c'est vraiment le même principe. Voilà, il n'y a pas vraiment de plot incroyable. L'univers n'est pas hyper développé, etc. Voilà, vous avez quelques créatures, un peu comme Legends of Latte, vous avez quelques créatures décrites, etc. Mais voilà, ça va pas plus loin. Et en fait, c'est plutôt l'adaptation en fait de du personnage principal dans un nouvel environnement qui va chercher à se reconstruire et à ouvrir. C'est que du coup là, c'est plus pour la confiture. L'autre, c'était un café. Enfin voilà. Et puis la couverture, honnêtement, c'est ça qui m'avait attiré. Je savais même pas de quoi ça parlait, mais je savais que c'était de la cozy fantasy. Mais la couverture est tellement. Et puis avec le violet, je trouve que ça va très très bien ensemble. Donc voilà. Et le dernier roman que j'ai lu en date, parce qu'en fait là j'ai 3 lectures en cours, mais je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. Du coup, j'ai lu et terminé le 4e tome des Chroniques oubliées d'Hyperion, la dernière grande invocatrice, donc chez Inceptio, qui est une maison d'édition que j'ai suivie dès la première parution. Et avec qui j'avais de très bons contacts, et notamment aussi avec quelques autrices plutôt, et qui a malheureusement fermé. Voilà, je ne vais pas m'étendre dessus, mais si vous voulez voir un peu ce qui s'est passé, il y a beaucoup des auteurs qui en parlent sur leur compte Instagram. Et du coup, c'est le 4e et dernier tome, et donc heureusement pour cette autrice, toute sa saga est sortie, sauf qu'il y a d'autres auteurs où il n'y a que le tome 1 qui est sorti alors qu'ils avaient un contrat pour la saga, et d'autres qui ont vu leur premier tome en fait finalement ne pas sortir alors que le contrat avait été signé, etc. Bref. Et là on a un beau bébé de plus de 600 pages. Donc ici on suit pas Maxine, si Maxine, qui de base va s'entraîner pour faire partie des voltigeurs. Donc les voltigeurs c'est un peu le must de l'armée. Donc parce que vous avez du coup les fantassins, etc. Et vous avez les voltigeurs qui sont un peu missionnés pour une mission hyper dangereuse et un peu secrète, d'espionnage ou autre. Et du coup, Arsène, qui est l'instructeur de base, ne la veut pas dans son équipe parce que c'est une femme. Voilà. Il y a beaucoup ça. D'ailleurs, ça me rappelle aussi, comment ça s'appelle les légendes de Tesmar, j'ai le premier tome, l'acier et le sang, l'acier et le sang, l'acier et le sang, le sang et l'acier, quelque chose comme ça, et c'est pareil, c'est un instructeur qui veut pas de fille au début, et forcément, voilà, une romance à secret, mais très très lentement. Dans le premier tome, il n'y a pas encore cette romance, même si on voit qu'il y a une attirance, etc. Et donc ils vont partir à l'entraînement, etc. Et forcément, là, on fait partie d'un pays. En fait, au total, il y a 5 continents ou 5 royaumes, et donc il y en a 2 qui sont en paix très très fragiles. Il y en a une qui est vraiment isolée et qui vit en autarcie, et les 2 autres qui sont un peu neutres. Et donc forcément, il va y avoir des problèmes, des histoires de complot, de manigance, de trahison, d'espionnage, de mensonges, etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé tout ce côté-là. Et voilà. Ce tome-là, je trouvais qu'il y avait le côté roman, c'était trop présent. Parce qu'on arrive à un point forcément où les personnages en fait sont un peu dans la mouise, tout simplement. Et forcément, les pensées se dirigent vers l'autre moitié, on va dire. Mais c'était long, j'ai trouvé cette partie-là très très longue. Mais en revanche, toute la partie du coup concernant la magie, parce que oui, je veux parler de la magie aussi, qui concerne la magie, la politique et la guerre tout simplement, je trouvais ça hyper intéressant et moi j'étais hyper dedans en fait. Et donc concernant la magie, en fait chaque pays, à chaque fois je dis pays mais mon royaume, a comme emblème un rapace. Donc là Hyperion c'est un faucon, je sais plus.
Je vais regarder peut-être ici parce que j'ai déjà oublié. Donc là, Hyperion, non, c'est la harpie. Le faucon, c'est pour les Agador, et vous avez le vautour, le harfang des neiges et le condor. Donc voilà pour les 5 continents. Et en fait, certains sont sont appelés les invocateurs, et donc peuvent invoquer du coup les rapaces et ont des pouvoirs particuliers. Donc en fonction du coup de leur pays, de leurs origines. Voilà. Bah, je pense que vous voyez un peu là. Là, il y a quelqu'un qui a un rapace, là, avec des ailes, etc. Donc voilà, donc c'est une magie hyper originale. Moi, j'avoue que je suis pas sûre d'avoir lu quelque chose par rapport aux rapaces et par rapport aux invocations en fait qu'on peut faire quand on est lié aux esprits de son pays d'origine. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, comme je vous disais, à part le côté romance qui m'a un peu je vais pas dire saoulé, mais qui m'a un peu freiné dans ma lecture. Voilà, j'ai beaucoup aimé la conclusion, qui est, je trouve, très bien faite. Alors après, il y a un épilogue 3 ans plus tard, et j'ai l'impression qu'en fait, l'autrice a quand même laissé une porte, une ouverture, en fait, pour au cas où, enfin pas au cas où, mais voilà, une ouverture si l'envie lui venait un jour de... ça se trouve, il y a déjà une autre saga dans cet univers, mais en tout cas, en lisant l'épilogue, il y a une porte ouverte pour une suite potentielle, peut-être avec d'autres personnages, peut-être quelques années plus tard, enfin voilà. Mais voilà, c'est une saga que je recommande parce que, alors dans les éditions Inception, moi j'aime beaucoup tous les romans de fantasy. Alors parce qu'il n'y avait pas que de la fantasy, il y avait des thrillers, des contemporains, la science-fiction, etc. Mais moi j'ai particulièrement apprécié les romans de fantasy chez eux. Alors malheureusement ils ne sont plus disponibles peut-être en occasion, mais normalement ils ont été retirés de la vente parce que forcément la société est en liquidation. Donc voilà, mais en tout cas si vous pouvez les trouver, c'est une saga que je recommande. Voilà, c'est un peu... il faut passer du temps parce que c'est quand même 4 tomes et souvent c'est des pavés, mais voilà... moi j'ai passé en tout cas un très bon moment, et si je peux vous conseiller des romans de chez Inception, d'occasion toujours parce que vous ne les trouverez plus, donc c'est le roman de la trilogie de Elina E.C., donc les Arcanes d'Emera, et Horizon, donc là c'est la dystopie donc, de Lizzie Amaro, et elle a fait aussi de la science-fiction, donc Lizzie Amaro qui est Greca, c'est une trilogie. Elina E.C. devait sortir une nouvelle série, donc le premier tome, mais qui du coup n'est jamais paru, donc je ne sais pas si elle va avoir un contrat, si elle va réussir à avoir un contrat chez une autre maison d'édition, mais en tout cas je l'espère, parce qu'en tout cas moi j'avais adoré les Arcanes d'Emera, et donc voilà, c'est vraiment les trois sagas avec que je garderai toujours dans ma bibliothèque, donc si vous voulez les lire, n'hésitez pas. Sur ce, j'ai beaucoup trop parlé, je vais clôturer le vlog. Ah oui, je voulais juste vous montrer une réception donc, du coup d'Albin Michel Imaginaire donc, que j'ai reçu en service de presse. La Cité des Lames, donc la suite de La Cité des Marches, que j'ai vraiment hâte voilà, de lire. C'est toujours un beau pavé. Oh non, ça va en fait. Il fait un peu moins de 600 pages. Enfin... je ne veux pas dire que c'est pas un pavé, il y a plus de 500 pages, mais voilà. Je m'attendais à plus, voyant le roman, mais en tout cas, voilà, la couverture est toujours aussi belle. J'ai vraiment hâte, j'ai adoré le premier tome. C'était hyper haletant, l'univers était hyper complexe, hyper recherché, comme d'habitude, parce que moi j'ai adoré la trilogie des enlumineurs, des maîtres enlumineurs. Et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, en sachant, je crois, que c'est une trilogie. Est-ce que je dis des bêtises? Je ne sais pas. Mais ouais, j'ai vraiment hâte, en sachant que il y a... des inspirations russes, indiennes, en tout cas assimilées, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment très hâte. Et puis, ah oui, si, peut-être vous montrer aussi le petit Graal, Nettle and Bone de Kiki Fisher, donc chez Verso. Et j'ai vraiment hâte parce que depuis que j'en entends parler dans la sphère anglophone, j'aurais pu le lire en VO, parce que j'ai déjà lu des choses hyper complexes en VO. Notamment du Brandon Sanderson ou quoi, mais je sais pas, j'avais pas envie de me lancer dedans en VO, je sais pas pourquoi, et là quand j'ai vu qu'il sortait en VF, en plus c'est une très belle édition reliée, je me suis dit pourquoi pas, donc j'espère que les autres seront aussi traduits, parce qu'elle en a fait pas mal en fait des romans d'après ce que j'ai vu. Et là c'est une réécriture, et j'ai vu dans ceux qui étaient qui ont reçu un service de presse, parce que moi du coup je l'ai acheté, donc qu'il y avait une poule dans leur paquet, et là effectivement je la vois, et apparemment c'est une poule qui a été qui héberge un démon, quelque chose comme ça. Enfin, déjà ça a l'air hyper décalé, ça me fait trop envie. Donc voilà, et sur ce je vous laisse mettre un petit commentaire ou un petit emoji. Du coup
Est-ce que je vous... Ah oui, peut-être en fonction de... Non, bah, en fonction de notre colonne brune. Alors donc, du coup, soit des épées, soit une tête de mort, soit une couronne, soit une poule, soit un arbre, voilà. Ou alors, bah, tout ce que vous voulez en fait, j'ai envie de dire. À chaque fois, je vous donne des emojis, mais en fait, vous pouvez mettre n'importe quel emoji si ça vous dit. Et puis, bah, moi, j'essaye de vous retrouver, parce que je sais que là, j'ai pas posté la semaine dernière. Voilà, je vais pas me répéter à chaque fois, mais avec bébé, c'est hyper compliqué d'avoir un rythme régulier. Et j'essaye de vous poster, du coup, le book haul du mois de... Bah, du coup, le book haul du mois de... On est quoi, octobre. Du mois d'octobre, du coup, avant cette vidéo. Donc, vous l'aurez normalement déjà vu, mais du coup, avant le book haul, normalement, il y a eu 2 semaines sans vidéo. Voilà, je suis désolée, je m'excuse à chaque fois, mais c'est un peu compliqué avec le nouveau rythme que j'ai en tant que déjà maman d'une fille de 7 ans et nouvelle maman d'un bébé. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.